cours d'anatomie d'aujourd'hui est la vascularisation artérielle du cerveau. On va voir les principaux axes vasculaires du cerveau. On a deux systèmes. Le système carotidien interne, les deux artères carotides internes, et le système vertébro-basilaire, les deux artères vertébrales qui vont donner l'artère basilaire. Puis on va voir les artères de la base qui vont former un polygone qu'on appelle le polygone de Willis. On va étudier la vascularisation des hémisphères et puis les territoires vasculaires et on va terminer par une conclusion. Le cerveau est richement vascularisé. Il reçoit à peu près 17% du flux sanguin du corps. La vascularisation artérielle du cerveau dérive de la crosse de l'aorte par le biais de deux systèmes. Le système carotidien interne, les deux artères carotides internes, et le système vertébro-basilaire, les deux artères vertébrales qui vont s'unir pour former l'artère basilaire. Les artères carotides internes et l'artère basilaire, ils vont s'anastomoser au niveau de la base du crâne, formant un polygone qu'on appelle le polygone de Willis. Les vaisseaux du système nerveux central sont localisés au niveau de la pymère. Et les artères cérébrales sont appelées des artères terminales fonctionnelles, puisque chaque artère, elle a son territoire bien précis. Et on va expliquer ce que cela veut dire plus tard. Les principaux axes vasculaires cérébraux. Le cerveau reçoit le sang de deux sources. Une source antérieure, qui est formée par les deux artères carotides internes qui vont vasculariser la partie antérieure du cerveau, et une source postérieure, c'est les deux artères vertébrales qui vont former l'artère basilaire et qui vont assurer la vascularisation de la partie postérieure du cerveau. Ces deux sources, antérieures et postérieures, ils vont s'anastomoser entre eux pour former un cercle anastomotique qu'on appelle le polygone de Willis. Le système carotidien interne, on a deux artères carotides internes, une artère carotide interne droite et une artère carotide interne gauche. Ces deux artères carotides internes, ce sont des branches de la carotide primitive. Elle-même est une branche de la crosse de l'aorte. La carotide primitive gauche, elle naît directement de la crosse de l'aorte, alors que la carotide primitive droite, elle naît du tronc artériel brachiocéphalique, qui va donner l'artère subclavière et l'artère carotide primitive droite. À la hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde, en regard de la quatrième vertèbre cervicale, chaque artère carotide primitive va se diviser en deux branches. Une carotide externe et une carotide interne. La carotide externe, c'est l'artère qui va irriguer la région du cou et la région de la face, alors que la carotide interne, c'est une artère qui va cheminer au niveau de l'encéphale et elle va vasculariser le cerveau. On voit ici sur ce schéma-là donc le trajet de la carotide interne. Elle a un trajet cervical, puis elle va pénétrer dans la base du crâne par le trou carotidien, chemine dans le rocher de l'os temporal. Elle aura un trajet intracaverneux et puis un trajet cérébral. Donc elle présente 4 portions, une portion cervicale, une portion pétreuse, une portion caverneuse et une portion cérébrale. Comme on a dit, l'artère carotide interne, c'est une artère qui va cheminer dans la partie latérale du cou. Elle a un trajet cervical.
Elle pénètre dans la fosse crânienne moyenne en traversant le canal carotidien. Elle chemine dans le rocher de l'os temporal, c'est le segment pétreux. Puis, elle va traverser le sinus caverneux. À ce niveau-là, elle va décrire une double courbe, ce qu'on appelle le siphon carotidien, pour perforer la dure mère et apparaître dans l'espace sous-arachnoïdien, juste latéralement à côté du chiasma optique. Les deux artères carotides internes apparaissent dans la fosse crânienne moyenne. Ils perforent la dure mère et se placent de part et d'autre du chiasma optique, en dedans des deux apophyses clinoïdes antérieures de l'os sphénoïde. À ce niveau-là, les artères carotides internes vont donner leurs branches terminales et collatérales et s'anastomosent avec l'artère basilaire pour former le polygone de Willis. Les branches des artères carotides internes. Il faut savoir que les artères carotides internes ne donnent aucune branche au niveau de la région cervicale. Cependant, chaque artère carotide interne, elle va donner 5 branches. 3 branches collatérales et 2 branches terminales. La première branche collatérale est l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, c'est une artère qui est destinée au globe oculaire. Elle va donner une artère principale, c'est l'artère centrale de la rétine. Également, elle va participer à la vascularisation des fosses nasales en donnant les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Et cette artère ophtalmique, c'est l'artère qui va s'anastomoser avec les branches de la carotide externe. La deuxième branche collatérale est l'artère choroïdienne antérieure. Cette artère, elle est destinée au plexus choroïde et au ventricule latéral. La troisième artère, c'est l'artère communicante postérieure. Et chaque artère carotide interne, elle va donner 2 branches terminales. L'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne, appelée autrefois artère sylvienne, qui continue le trajet de la carotide interne. Donc, voici les différentes branches des artères carotides internes. Donc, chaque artère carotide interne, elle va donner une artère ophtalmique, une artère choroïdienne antérieure, une artère communicante postérieure, une artère cérébrale antérieure et une artère cérébrale moyenne. Le système vertébro-basilaire. Le système vertébro-basilaire, il commence par les deux artères vertébrales. Ces deux artères vertébrales sont des branches de l'artère subclavière. Eux-mêmes, issus du tronc brachiocéphalique à droite, et à gauche, l'artère subclavière est née directement de la crosse de l'aorte. Les artères vertébrales, elles ont un rapport étroit avec les vertèbres cervicales, puisqu'elles longent le rachis en traversant les trous transversaires à partir de la 6e vertèbre cervicale jusqu'à l'atlas ou la première vertèbre cervicale. Puis les artères vertébrales contournent les parties latérales de l'atlas avant d'entrer dans le crâne par le foramen magnum où ils vont former l'artère basilaire. Voici l'artère vertébrale droite qui traverse les trous transversaires de la 6e vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre cervicale.
artère vertébrale, pénètre dans le crâne par le foramen magnum. Les deux artères vertébrales, ils vont s'anastomoser pour former l'artère basilaire. Les deux artères vertébrales montent dans l'espace subarachnoïdien, cheminent sur la face antérieure du tronc cérébral de la moelle allongée, arrivés à la jonction bulbopontique, les deux artères vertébrales fusionnent et donnent l'artère basilaire. L'artère basilaire traverse le sillon basilaire de la face antérieure de la protubérance et se termine au niveau du bord supérieur en se divisant en deux branches terminales, les artères cérébrales postérieures. Voici l'artère basilaire. Elle va donner les deux branches terminales qui sont les artères cérébrales postérieures. Les artères vertébrales, avant de former l'artère basilaire, ils vont donner un certain nombre de branches collatérales. Ils vont donner principalement les artères cérébelleuses postéro-inférieures. On les appelle PICA, destinées à la face latérale de la moelle allongée et à la face inférieure du cervelet. Ils vont donner les artères spinales antérieures, les deux artères spinales antérieures des artères vertébrales, ils vont s'anastomoser pour former une artère qu'on appelle l'artère spinale antérieure pour la moelle spinale. Également, les artères vertébrales, ils vont donner des rameaux méningés et des rameaux perforants pour la moelle allongée. L'artère vertébrale, elle va donner les artères cérébelleuses antéro-inférieures, la AICA, les artères pontiques pour le pont, les artères labyrinthiques et les artères cérébelleuses supérieures. Et se termine en donnant les deux artères cérébrales postérieures. Les trois artères cérébrales, antérieures, moyennes et postérieures, vont s'anastomoser au niveau de la base du crâne, formant un polygone qu'on appelle le polygone de Willis. Donc le polygone de Willis, c'est une anastomose qui unifie les circulations antérieures et postérieures de la face inférieure du cerveau. Cette anastomose, elle se fait de part et d'autre du chiasma optique dans la région interpédonculaire. Le cercle de Willis possède une certaine importance clinique. Premièrement, il permet en cas de sténose obstruction de composer en partie les zones touchées par l'insuffisance d'une artère. Rappelez-vous qu'au-delà du polygone de Willis, la circulation, elle est de type terminal, ou la vascularisation, elle est de type terminal. Donc, il n'y a pas d'anastomose fonctionnelle. Ça veut dire, si vous avez une lésion au niveau d'une artère, donc c'est difficile d'être compensé par une autre artère. Néanmoins, il existe au niveau superficiel une certaine communication partiellement fonctionnelle entre principalement les territoires occipital et pariétal. Le polygone de Willis est un circuit fermé qui est constitué par en avant les deux artères cérébrales antérieures qui vont être réunies par l'artère communicante antérieure. Latéralement, les deux artères communicantes postérieures. Et en arrière, les deux artères cérébrales postérieures qui vont former un hexagone qu'on a appelé le polygone de Willis. Willis, c'est une anastomose entre les branches de l'artère carotide interne et le système vertébro-basilaire. Cette caractéristique lui permet d'assurer des suppléances
Ce dispositif anastomotique de la circulation cérébrale est souvent le siège de variations anatomiques qui peuvent en réduire son efficacité. La vascularisation des hémisphères est tributaire des trois artères cérébrales: les artères cérébrales antérieures, les artères cérébrales moyennes et les artères cérébrales postérieures. L'artère cérébrale antérieure est une branche terminale de l'artère carotide interne. C'est une artère qui a un diamètre de 2 à 3 mm. Elle est nettement inférieure de celui de l'artère cérébrale moyenne. Elle se dirige en avant, passe au-dessus du nerf optique. Les deux artères cérébrales antérieures vont s'unir par l'intermédiaire de l'artère communicante antérieure pour former le polygone de Willis. Ensuite, l'artère cérébrale, elle pénètre dans la fissure médiane, dans la fissure interhémisphérique. Elle s'enroule autour du corps calleux pour se terminer sur le bord convexe de l'hémisphère. Les branches collatérales de l'artère cérébrale antérieure, elles donnent des branches corticales pour le cortex cérébral, principalement l'artère orbitaire, l'artère préfrontale, l'artère cingulaire et l'artère péricaleuse postérieure. Comme elle va donner également des branches perforantes qui vont vasculariser les structures centraux. L'artère cérébrale moyenne, c'est la deuxième branche terminale de l'artère carotide interne. C'est une artère qui continue le trajet de l'artère carotide interne. Elle est volumineuse, elle a un trajet horizontal, elle se porte en dehors en se croisant l'espace perforé antérieur jusqu'à l'origine du sillon latéral. Elle pénètre dans le sillon latéral, se place dans le fond de la fosse sylvienne où elle va se diviser en plusieurs branches. Elle donne des branches pour le lobe de l'insula et également elle donne des branches corticales pour la face latérale des hémisphères. Comme elle va donner des branches perforantes qui vont vasculariser les structures centraux. L'artère cérébrale postérieure est une branche terminale de l'artère basilaire. Les artères cérébrales postérieures, ils vont contourner les pédoncules cérébraux. À son origine, l'artère cérébrale postérieure, elle forme avec l'artère cérébelleuse supérieure une pince artérielle pour le nerf oculomoteur, le 3. Voici l'artère cérébrale postérieure. Elle rejoint l'attente du cervelet, puis la face médiale du lobe temporal et elle se termine au fond du sillon calcarin. L'artère cérébrale postérieure, c'est une artère qui va vasculariser principalement la partie postérieure des hémisphères en donnant des artères temporo-occipitaux pour le lobe temporal et le lobe occipital. Les trois artères temporo-occipitales antérieures, moyennes et postérieures. Antérieure, moyenne et postérieure. Et elle se termine en donnant l'artère calcarine. Territoire vasculaire. On commence par le territoire cortical ou superficiel, qui est sous la dépendance des artères cérébrales. Les artères cérébrales postérieures, les artères cérébrales moyennes et les artères cérébrales antérieures. Ces artères vont s'anastomoser entre eux, mais cette anastomose, elle est insuffisante
en cas d'obstruction d'un vaisseau. C'est pour ça qu'on dit que la vascularisation cérébrale est une vascularisation de type terminal. Chaque vaisseau, il irrigue un territoire bien précis. Les territoires vasculaires. On va commencer par le territoire superficiel. L'artère cérébrale antérieure, elle va vasculariser la face médiale du lobe frontal, ainsi que le lobe pariétal et la face orbitaire du lobe frontal, ce qui est représenté en bleu, et la partie antérieure et moyenne du corps calleux. Le territoire de l'artère cérébrale moyenne, ce qui est en violet, c'est la face latérale du cerveau, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal, ainsi que l'insula. La cérébrale postérieure, elle va vasculariser la face médiale du lobe occipital, la partie inféromédiale des gyrus T3, T4 et T5, hippocampe, la partie postérieure du gyrus cingulaire, ainsi que la partie terminale du corps calleux. Il y a un petit territoire de l'artère choroïdienne antérieure. Elle va vasculariser l'incus de l'hippocampe ainsi que l'amygdale. Donc voici le territoire des trois artères, territoire de l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale antérieure et en jaune, l'artère cérébrale postérieure. Le territoire profond, les artères vont vasculariser la substance blanche centrale ainsi que les noyaux gris. Il faut noter que à ce niveau-là, il n'y a pas d'anastomose. C'est pour ça que les territoires sont plus sensibles à l'hypoxie. Le territoire profond, l'artère cérébrale antérieure, elle va vasculariser la tête du noyau caudé, la partie inférieure du bras antérieur de la capsule interne, ainsi que la majeure partie du corps calleux. La cérébrale moyenne, elle va vasculariser la partie latérale du noyau caudé, le putamen, la partie latérale du pallidum, le colostrum, la capsule extrême, la capsule externe, ainsi que la partie supérieure du bras antérieur et la partie supérieure du bras postérieur de la capsule interne. La cérébrale postérieure, elle vascularise principalement le thalamus, les pédoncules cérébraux. L'artère choroïdienne antérieure, elle va vasculariser le pallidum interne et la partie inférieure du bras postérieur de la capsule interne, ainsi que le genou. Donc voici le territoire de chacune des artères, le territoire de l'artère cérébrale antérieure, territoire superficiel et territoire profond, le territoire de l'artère cérébrale moyenne, le territoire de l'artère cérébrale postérieure et le territoire de l'artère choroïdienne antérieure. Donc sur cette coupe, on voit les différents territoires superficiels et profonds des différentes artères, le territoire de l'artère cérébrale antérieure, le territoire de l'artère cérébrale moyenne, le territoire de l'artère cérébrale postérieure et en vert, le territoire de l'artère choroïdienne antérieure. En conclusion, on peut dire que la vascularisation cérébrale est une vascularisation riche par les différentes sources, puisque le cerveau il reçoit à peu près 17% du sang artériel de notre corps. Il existe un certain degré d'anastomose, mais cette anastomose elle est insuffisante en cas d'obstruction d'un vaisseau. De ce fait, on dit que c'est une articulation de type terminal fonctionnel.